Voilà. Bon, ben, on est très heureux d'accueillir aujourd'hui François Ansermet, euh, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler très régulièrement depuis des années. François Ansermet est professeur honoraire maintenant, hein, je crois, François. Je sais pas si. Voilà, François, il Oui, faut que tu ouvres ton micro. oui, c'est exact. Oui, Voilà, voilà. tu es professeur honoraire maintenant et de l'Université de Lausanne et de l'Université de Genève parce que tu as dirigé la psychiatrie, la pédopsychiatrie, la psychiatrie de l'enfant, et à Genève et à Lausanne, alternativement. Euh, il est psychanalyste, il est membre de l'école de la cause freudienne. Euh, il a occupé des tas de fonctions très importantes, membre du comité consultatif national d'éthique encore aujourd'hui, hein, à Paris. Hein. Oh, maintenant, j'ai fait tous mes mandats. Ah, t'as fait tous tes mandats. Bon, bon. Oui. Voilà. Et puis, il a fait un travail avec la Fondation Agalma. Avant, ça s'appelait autrement. Je me souviens plus. Mais enfin bon, Non, Euh, non, c'est bien à Galma, à voilà, Galma. c'était déjà Agalma. Avec Pierre Magistretti, je rappelle à tout le monde, vous devez le savoir, un livre fondamental qui avait fait beaucoup de bruit, qui s'appelait À chacun son cerveau. Plasticité neuronale et inconscient, qui était un livre très important, certainement le premier et le plus important livre jusqu'à aujourd'hui d'articulation entre neurosciences et psychanalyse. On l'avait aussi reçu avec Bernard Gols à Sainte-Anne, etc. Voilà. Et on a eu des activités de recherche et de direction de recherche ensemble. Euh, une fois à Lausanne, une fois à Paris, etc. Ce livre est un livre de référence, je crois toujours très important. Le dernier livre, parce qu'il y a plein de livres de François que vous allez trouver, il y a plusieurs livres sur la question de l'enfance et de la petite enfance. Le dernier, c'est Prédire l'enfant, hein, je crois, François. Non, après, il y a eu Prédire l'enfant chez PUF, et puis ensuite, il y a eu enfin, la fabrication des enfants, Ah oui, voilà, traitement voilà. médicalement assisté, après Prédire l'enfant, ensuite l'origine à venir, tout ça chez Odile Jacob, Oui, Prédire l'enfant, je ne sais oui, plus. l'origine à venir, voilà, j'avais oublié Oui. ça. Et puis récemment, à Genève, chez Labor et Fides, l'origine, qu'est-ce que ça change? Très bien. Bon. Cette question d'origine, moi, ça m'avait beaucoup intéressé. Je t'avais envoyé, d'ailleurs, j'avais écrit là-dessus. Et ce que dit François est très intéressant, très important. Mais on est donc très heureux de l'accueillir aujourd'hui. On va, la soirée va se passer de la façon suivante. François va intervenir, et puis on aura un moment de discussion avec lui. Et ensuite, Gisèle, à son tour, interviendra comme à l'habitude. François, tu as la Bon, parole. ok. Merci donc pour l'invitation d'Alain Vanier et de Gisèle, avec qui on avait déjà dialogué, je crois. Enfin, à une Oui, occasion, oui, ça avait d'ailleurs abouti à une publication dans la revue, là. oui, oui. Voilà, donc on se retrouve. Donc, le thème que vous proposez est une sorte de défi, hein, c'est-à-dire quelles évolutions pour la psychologie, La psychanalyse. la psychanalyse, quel lapsus, à venir, hein, quelles évolutions plurielles pour la psychanalyse à venir. Donc, c'est une sorte de défi de parler de ça et je me suis prêté à cet exercice. Bien sûr, quand on parle de l'avenir, on a plusieurs possibilités peut-être de dire des choses dont l'avenir nous dira que ce n'était pas les choses à dire, quoi. Hein, donc on convoque l'après-coup de ce qu'on aura dit, et ça, je trouve que c'est pas facile du tout, hein. Surtout pour quelqu'un qui a écrit un livre, L'origine à venir. Donc déjà que moi, j'ai retourné l'avenir, enfin l'origine dans l'avenir, et Mhm. considérer que
elle était examinée de ce côté-là. Bon, mais je m'y suis prêté. Donc, au fond, qu'est-ce que on peut dire de ça? J'ai fait plusieurs notes que je vous propose et successives, et puis ensuite on discutera. D'abord, je dirais, bon, ça marque aussi mon trajet de lien avec les neurosciences, lien avec la génétique, avec prédire l'enfant, lien avec la médecine de la reproduction. Euh, Au fond, j'ai passé mon temps à être en, en lien avec d'autres champs. Et pour moi, j'ai l'impression que comme première thèse, c'est de dire que parallèlement à la clinique et à ses enjeux, la psychanalyse, il faut bien le réaliser, se développe en affinité et en altérité avec d'autres champs. Et réciproquement, d'ailleurs, hein, c'est pas que la psychanalyse qui a besoin d'autres champs. Moi, je pense, et c'est là-dessus que je ferai mon développement, que les autres champs ont tout autant nécessité de la psychanalyse. Le rapport, l'intérêt de la psychanalyse en rapport avec d'autres champs, c'est ce que Freud avait pointé en 1913 dans un article paru simultanément en allemand et en français dans la revue italienne Scientia, comme vous le savez, l'intérêt de la psychanalyse. Peut-être devrions-nous écrire l'intérêt de la psychanalyse aujourd'hui, et peut-être dans votre thématique, l'intérêt de la psychanalyse dans l'avenir. Comme d'où la question, comment penser cette articulation entre des champs de savoir et de recherche aussi différents que psychanalyse et linguistique, psychanalyse et anthropologie, psychanalyse et biologie, psychanalyse et histoire, psychanalyse et... Voilà, quels sont les champs connexes de Freud, quels sont les champs connexes de Lacan, ou pour cette soirée, quels sont les champs connexes que nous devrions convoquer. La question reste de savoir comment penser cette articulation entre des champs de savoir et de recherche différents. Comment penser leur lien? Comment penser leur rapport? Il faut certainement d'abord être prêt à penser dans l'incommensurable, faire jouer ce qui n'a aucune commune mesure. Une autre manière de dire, mettre ensemble différents abords du réel, au sens de ce qui résiste à toute saisie imaginaire et symbolique de traitement du réel, sachant que quand on traite le réel avec le symbolique en particulier, ce qui est le fait de la science, on le pousse toujours plus loin. Et qu'au fond, le traitement du réel amène à le produire. Alors, pour aller un peu rapidement, ce serait de dire avec Lacan, en particulier dans sa note italienne, euh, donc dans les années 70, Lacan, 74, je crois, dit que pose que c'est à partir d'une défaillance, d'une décomplétude, en particulier de la science, que la psychanalyse trouve sa place. On pourrait faire la thèse que la psychanalyse trouve sa place à partir de la décomplétude des savoirs avec lesquels elle entre en affinité et en altérité. Donc on pourrait faire l'hypothèse que ces différents champs, sans commune mesure, parce qu'effectivement c'est un point de départ. D'ailleurs, Alain citait le travail avec Magistretti, à chacun son cerveau, bien aussi les énigmes du plaisir, on a toujours posé comme principe de penser que psychanalyse et neurosciences étaient sans commune mesure, hein. C'est notre méthode. Il ne s'agit pas d'analogie, ni de traduction, ni de recouvrement. Au fond, que l'hypothèse que différents champs sans commune mesure se rencontrent de façon inédite avec la psychanalyse à partir de ce qui leur échappe. Donc c'est ce qui leur échappe, qui leur est commun. C'est en tout cas la position que je vous propose de discuter. À leur intersection se trouverait paradoxalement ce qui leur est soustrait. Donc, plutôt que de se compléter les uns les autres, ces champs avec la psychanalyse, c'est
leur part manquante qui les mettrait ensemble, qui les ferait paradoxalement converger. Donc, ce n'est pas une multidisciplinarité, ce n'est pas une pluridisciplinarité, peut-être même pas une transdisciplinarité, c'est une logique des parts manquantes à mettre ensemble. Alors peut-être nous, on avait mis ça, entre neurosciences et psychanalyse, beaucoup à l'intersection. Le plus commun petit dénominateur, c'était la trace ou l'état homéostatique, par exemple, la, la trace et les marqueurs somatiques qui étaient à l'intersection. Mais au fond, j'aimerais un peu ouvrir plus largement en faisant cette thèse. C'est leur part manquante qui les met ensemble, qui les met ensemble. Et il s'agit de saisir la convergence des parts manquantes à chacun de ces registres d'exploration, les faisant aller ainsi chacun au-delà du point sur lequel ils fondent leur assise. Donc il y a un côté subversif pour moi de la psychanalyse par rapport à ces champs connexes, à l'intérieur de ces champs connexes. Reste à savoir quelle est cette part manquante. Parce que là, je le pose comme un principe. Et puis, évidemment, je me suis dit, bon, ben alors, qu'est-ce que c'est cette part manquante? Pour moi, la part manquante, elle est fonction des points de butée rencontrés. Le thème de point de butée est très important. Je fais juste une petite note sur le comité d'éthique. J'étais avec Frédéric Worms, responsable, co-rédacteur, co-rapporteur de l'avis sur les demandes sociétales de procréation, sur les femmes, les couples de femmes, les couples d'hommes, les femmes seules, les hommes seuls, la conservation des ovocytes, etc. Comme vous le savez peut-être, ça a commencé déjà quand j'ai été invité par Amazon au comité d'éthique, enfin à travers Amazon, puisque c'est le ministère de la Santé qui m'avait, Marisol Touraine, fait venir. Au fond, déjà c'était conflictuel avant, et là ça a été totalement conflictuel. Et vous vous souvenez que François Hollande avait arrêté les démarches. Ensuite, Macron les a reprises, mais au fond, les demandes sociétales, personne n'arrivait à se mettre d'accord. Après, on disait certains pensent que, certains pensent que. C'était une opposition voilà. Là-dessus, à juste titre, Jean-Claude Amaison a dit, mais au fond, on ne peut pas être seulement le miroir de la société qui nous pose une question et de dire tant de pourcents du comité d'éthique pensent qu'il faut ouvrir à toutes les femmes, tant de pourcents pensent qu'il ne faut pas ouvrir à toutes les femmes. Donc au fond, on n'avançait pas et là, j'ai proposé à partir de finalement d'une réflexion qui touche à ce que je viens de dénoncer, de plutôt expliciter ce pourquoi on ne pouvait pas se mettre d'accord, hein, c'est-à-dire expliciter les points de butée rencontrés. Les points de butée rencontrés, qui est par exemple la question du père, la question de la mère devenue incertaine à travers don d'ovocytes ou bien la gestation à travers l'utérus, la gestation pour autrui, etc. Également l'élément, le lien entre la procréation et la prédiction qui implique au fond, peut-être des dimensions complexes qui vont aussi vers le posthume, etc. C'est les points de butée, au fond, sur l'impossible, hein, et ça, pour moi, c'est une idée, une inspiration qui vient de la psychanalyse vers son avenir, hein, c'est-à-dire une butée sur l'impossible, une butée logique, c'est-à-dire propre au logos, d'utiliser là où le logos peut pas faire aller plus loin, comme la question centrale à partir de laquelle on va pouvoir rencontrer le social, l'anthropologique, le politique, le biologique, le génétique, etc. Donc, une notion de la butée logique, butée du logos, que Lacan a développé, enfin je l'ai pris chez Lacan, séminaire 17, l'envers de la psychanalyse, il parle la butée logique de ce qui, du symbolique, s'énonce comme impossible. Et en précisant, c'est là que le réel surgit. C'est ainsi qu'il fait du réel l'impossible, comme on le sait, hein.
non, effectivement, euh, aussi qui ramène dans d'autres séminaires, bien avant d'ailleurs, dans le séminaire sur 6, il en fait des points paniques, des points paniques, la dimension de l'angoisse. Donc, si tu es dans cette part manquante qui les mettrait en rapport, le point d'angoisse, le point panique, le point de butée, là où le réel surgit. Parce qu'au fond, on ne peut pas se soustraire au fait que le traitement imaginaire et symbolique du réel le produit plus loin. Donc, comme je l'ai dit préalablement, c'est le cas dans les sciences, même aussi au sein de la physique. Hein. Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose d'important de l'évolution pour la psychanalyse à venir, de l'évolution de la psychanalyse à venir, dans son rapport à d'autres champs. Et pour ces autres champs, comme vous verrez, en fait, ma position, c'est plutôt de dire que la psychanalyse est un avenir pour ces autres champs, plutôt que d'être en position de disparition. Alors, un des points de butée qu'on pourrait hmm, développer, c'est la question du déterminisme. Peut-être aujourd'hui, il faudrait faire des assises du déterminisme et mettre en question à l'intérieur même de la psychanalyse, à partir d'autres champs, par exemple de la physique, par exemple de la génétique, par exemple des neurosciences. C'est ce qu'on a montré avec Pierre Magistretti. On a souvent dit cette formule déterminer pour ne pas l'être. Hein, c'est-à-dire qu'au fond, on voit qu'avec la plasticité neuronale, et rien de plus déterministe que la plasticité neuronale, mais la plasticité neuronale aboutit à un défaut de détermination. Donc on est déterminé pour ne pas l'être, pour aller vers un changement permanent, vers un imprévisible. On peut dire de même avec la génétique, avec le croisement entre la dimension des gènes et la dimension de l'épigénétique, et qu'au fond, il y a aussi là des gènes qui déconnectent la détermination génétique. Donc on est effectivement dans une situation à rencontrer dans d'autres champs, par exemple la physique aussi est en plein dans ces questions, un au-delà du déterminisme. Hein, et que pour moi, ça, c'est un point important pour aller vers l'avenir pour la psychanalyse et lui donner une voie possible d'un devenir, c'est de dépasser le paradigme de la causalité naturelle du 19e qui peut-être règne encore beaucoup trop dans notre champ. Tel parent, tel enfant, telle causalité, telle conséquence. On a souvent l'idée d'une causalité linéaire et continue, et en particulier aujourd'hui par le retour de la dimension du traumatisme. Je ne suis pas en train de nier le traumatisme, bien loin de là, à l'époque des attentats, des guerres qui reviennent aux situations que Freud définissait dans 1915 dans Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort, en disant qu'on est obligé de sortir de nos illusions, sortir de certaines illusions qu'on pouvait avoir, comme ils ont pu avoir avant la guerre 14-18. Effectivement, euh, aujourd'hui, on est amené à un retour du paradigme traumatique. Et si vous vous mettez à lire comme on a pu le faire. Donc là, je mentionne qu'on va sortir un livre en 2025, et ça sera après l'été, collectif qu'on a fait avec Pierre Magistretti et Jessica Trente, dont on était directeur de thèse avec Alain Vanier entre Paris 7 et l'université ici en Suisse. On a fait un livre qui s'appellera Au-delà du déterminisme, sous-titre Comment sortir du traumatisme, ou bien qui s'appellera, parce que Odile Jacob préférerait, au- 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 so- comment sortir du traumatisme, sous-titre Au-delà du déterminisme. Je voulais mettre le traumatisme en premier, et pas pour n'importe quelle raison, puisqu'il sortira en automne 2025, c'est-à-dire 10 ans après le Bataclan. Donc effectivement, des circonstances quand même particulières pour tenir un tel discours, quoi.
Voilà, donc l'au-delà du déterminisme, vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on puisse peut-être aborder aujourd'hui cette question et la mettre en circulation sur les points de butée, les parts manquantes entre différents champs. C'est ce qu'on a fait dans ce livre avec la physique, la génétique, la neurobiologie, l'anthropologie, la sociologie. Voilà, on a décliné l'histoire tout aussi bien, quoi. Alors bon, c'est qui est valable aussi sur la causalité de la folie, quoi. C'est-à-dire que cette question, elle est aussi présente pour la folie. J'ai retrouvé que des textes que vous connaissez parfaitement, comme propos sur la causalité psychique, qui au fond ont une actualité assez extraordinaire par rapport aux avancées des sciences contemporaines, tant les sciences du vivant que des sciences physiques. Comme disait Lacan, loin que la folie soit le fait contingent des fragilités de son organisme, elle est la virtualité permanente d'une faille ouverte dans son essence. Donc cette question, c'est la faille, c'est c'est cette dimension d'un au-delà finalement d'une détermination linéaire d'une causalité. Comme il l'ajoute, un organisme débile, une imagination déréglée, des conflits dépassant les forces n'y suffisent pas. Il se peut qu'un corps de fer, des identifications puissantes, des complaisances du destin inscrites dans les astres mènent plus sûrement à cette séduction de l'être. Donc il a là une manière assez extraordinaire. Bon, donc, avons-nous le droit de parler de la cause d'un phénomène? Question que je vous pose et que je me pose en me disant, si on veut donner un avenir à la psychanalyse, il faut peut-être se poser cette question. A-t-on le droit de parler de la cause d'un phénomène? Cette phrase, avons-nous le droit de parler de la cause d'un phénomène, vient en fait de Poincaré. Poincaré, la valeur de la science, en 1905, il énonce, comme vous le savez, Poincaré, dans une certaine mesure, a ouvert le chemin vers la relativité restreinte d'Einstein, et puis c'est lui qui aussi ouvre au chaos déterministe, hein. Donc c'est un scientifique, mathématicien absolument majeur sur cette question. Et au fond, c'est des questions, une question issue de ces recherches mathématiques voilà, qui est peut-être marquante pour notre interrogation. Il faut effectivement reconnaître qu'une certaine psychanalyse peut avoir une tendance à rester dans des relations cause-effet directes, linéaires, et que au fond, à cette question, avons-nous le droit de parler de la cause d'un phénomène? Poincaré ajoute qu'un phénomène unique ne sera pas l'effet d'une cause unique, mais la résultante de causes infiniment nombreuses. Il y a cette notion d'infini qui est posée là dans la question de la causalité. Les causes sont multiples, infinies, ce qui met sans dessus-dessous l'idée d'une cause. C'est évident, mais c'est peut-être bien de se le dire, hein, puisque on peut vivre dans une atmosphère cathartique d'abréaction avec l'idée, même dans notre abord clinique, qu'on va vers cette idée d'une cause. Alors bon, le déterminisme génétique, effectivement, s'affranchit d'un certain déterminisme. Et par exemple, j'ai cité bien sûr, la dialectique génétique, épigénétique, mais en particulier, parce que ça sert beaucoup ma thèse des parts manquantes, l'énigme de savoir à quoi sert la part importante de l'ADN qui se révèle non codant. Hein, c'est-à-dire, ça, c'est une question majeure. On devrait créer une académie autour de cette question-là, hein, une académie de l'ignorance peut-être. Peut-être qu'on devrait se rencontrer avec beaucoup de champs universitaires, académiques, des sciences internationaux pour essayer de penser ce qu'on ignore et se repérer plutôt que de confirmer ce qu'on sait.
et aussi les jumping genes, les gènes qui sautent, hein, ou la question du stochastique dans les mutations. Dans ma collaboration avec Ariane Jacobino, on avait fait aussi un petit livre à chacun son génome sur l'autisme avec Ariane Jacobino, qui est une généticienne de Genève. Eh bien, effectivement, elle est une chercheuse sur les processus stochastiques dans les mutations par rapport à l'évolution. Alors, est-ce que l'évolution de la psychanalyse à venir sera stochastique? Peut-être, certainement. C'est malgré tout ce que j'aurais pu dire ce soir. Et bon, le prix Nobel de médecine 2024, c'est la mise en évidence des micro-ARN qui modulent l'expressivité des gènes dans la régulation post-transcriptionnelle. Donc, vous voyez que c'est cette variabilité par rapport à un système de cause. Peut-être la génétique, c'était l'étude de la détermination du retour du même, mais maintenant, c'est devenu l'étude de la production du différent imprévisible. Et au fond, voilà. Donc, est-ce qu'il y a un savoir dans le réel? Ça, c'est la question euh, majeur et qu'on pourrait se dire que la science pourrait avoir la position qu'il y aurait un savoir dans le réel qui parlerait de langage des mathématiques, comme le disait Galilée, et qu'on pourrait aujourd'hui mettre en évidence. Est-ce que l'idée qu'il y aurait un savoir dans le réel serait mise en échec par la science elle-même? Et bon, donc également, les causes, l'idée d'une causalité est associée à une possibilité de prédire. Le psychanalyste lui-même risque de se prendre dans le jeu de la prédiction. Ça nous arrive tous de se prendre dans le jeu de la prédiction, au point d'être à risque de devenir un spécialiste de la prédiction du passé. Hein. C'est-à-dire que le passé peut être prédit, effectivement, mais l'avenir, le devenir, chose à quoi je me confronte ce soir, lui, confronte à l'imprévisible, à la surprise, à la contingence, au stochastique, à quelque chose qui n'est pas effectivement déterminé par le passé, un devenir, euh, au fond, on sait que la prédiction en elle-même, on le sait comme en particulier comme clinicien de l'enfance, la prédiction peut devenir causale, performative, façonnant l'avenir. Hein. Ian Hacking parlait du façonnage. C'est vraiment une question majeure pour la psychanalyse qui a eu peut-être des tendances à émettre des thèses de façonnage. Mais mais, après tout, le passé n'est-il pas finalement tout autant difficile à prédire que l'avenir? Malgré ma belle formule qu'on serait les spécialistes de la prédiction du passé. Est-ce qu'on arrive vraiment à revenir dans le passé à ce qui a été déterminant? Hein. Comme dans ce problème physique euh, classique qui peut être donné pour des étudiants en physique, étant donné le son produit par un ballon qui explose, quelle était sa forme et sa pression intérieure avant d'exploser? On parle à ce propos de problème inverse. Plutôt que de passer des causes aux conséquences, demander si, étant donné les conséquences, on peut remonter aux causes. Et il faut reconnaître que c'est extraordinairement difficile, ça aussi, en physique, donc peut-être aussi en psychanalyse, en clinique. Hein. Et il faut reconnaître qu'il n'y a pas que dans l'optique d'un déterminisme linéaire continu, on pourrait dire laplacien, comme Laplace, hein, avec sa théorie du déterminisme, on peut, il n'y a que dans l'optique d'un déterminisme linéaire continu laplacien qu'on peut se permettre de mettre en rapport, en égalité, la prédiction du futur et celle du passé, dans un rapport dit de l'égalité, comme on le dit dans les sciences, l'égalité, comme s'il y avait une loi
c'est-à-dire voilà, qu'une loi qui les lierait. Donc c'est tout aussi compliqué de prédire le passé que de prédire l'avenir. Voilà un point de butée que je propose d'ajouter aux autres. Alors, plutôt que de supposer un savoir dans le réel, avec ses lois, son langage, ses formules, voire, oui, ses formules, la psychanalyse, avec Lacan, a posé quelque chose qu'on pourrait discuter au cœur du débat sur le devenir de la psychanalyse, à savoir un réel sans loi. Hein, qu'est-ce que peut vouloir dire un réel sans loi? Mettons en question ce qui fait sens, ce qui fait savoir. En tout cas, quelque chose qui aboutit au fait que traitant le réel, la psychanalyse, comme je l'ai redit, enfin, la science, pardon, comme je l'ai redit plusieurs fois, le fait surgir à l'infini, ce qui ne va pas sans angoisse. On retrouve point de butée, point panique, point d'angoisse. De l'angoisse générée par les avancées de la science. Résulte paradoxalement quoi? Hein, parce qu'aujourd'hui, la science amène à l'angoisse. Associée à la science. Ça aboutit quoi? À une montée de la religion. Hein, c'est ce qu'avait d'ailleurs avancé Lacan dans Le triomphe de la religion. La religion qui, elle, est capable de donner du sens à n'importe quoi. Citation de Lacan. C'est-à-dire, si Israël surgit, point de butée, point logique, là où le réel surgit, ben effectivement, la religion peut prendre en charge ce réel dans le registre du sens. Comme l'écrit Lacan le dit, le réel, pour peu que la science y mette du sien, va s'étendre et la religion aura là encore beaucoup plus de raisons encore d'apaiser les cœurs. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on peut dire sur la situation actuelle, hein? Quand Freud disait l'avenir d'une illusion, il mettait sur la détresse propre à l'humain, la détresse du nourrisson, ce livre traite de Hilflosigkeit, mettait la religion et la religion comme illusion. Et Freud avait dit l'avenir d'une illusion. Ben, je me suis dit, quel est le thème pour ce soir? L'avenir de la psychanalyse. L'avenir d'une illusion, bon, Freud, il le mettait dans la science. Mais si on se dit que la science devient en elle-même croyance, le scientisme en est un exemple, dans le champ de la psychologie, pour mon lapsus de départ, est plein de ce scientisme cognitif et autres, eh bien effectivement, là, au fond, l'avenir, euh, quel est l'avenir de cette nouvelle religion, illusion induite par la science qui veut traiter de la religion et qu'au fond, là, on a un effet d'emballement des illusions qui peut-être est important aujourd'hui. Cette question de l'angoisse et de sa prise en charge est un défi pour la psychanalyse, hein, parce que c'est certainement quelque chose dont on doit s'occuper. Le prix Nobel de physique 2024, que vous avez peut-être suivi les débats autour de ça, John Hopfield en particulier, a reçu le prix Nobel pour ses travaux à la base de ce qui a permis l'intelligence artificielle. Et lui-même, John Hopfield, je ne sais pas ce qu'il dit en ce moment aux États-Unis par rapport à la situation, mais lui met en garde contre les récentes avancées, selon lui, très inquiétantes qui en découlent. Il dit des technologies qui ne sont pas uniquement bonnes ou mauvaises, mais qui peuvent aller dans les deux sens. Donc, technologie ambivalente, ambivalente dans l'idée deux forces parallèles d'égale intensité, une de mort et une de vie et une de destruction et une autre de progrès, avec le risque, dit-il, quand même c'est le comble, il vient de recevoir le prix Nobel, il pourrait rester calme, euh, avec le risque de l'évolution incontrôlable vers une réaction en chaîne d'un type nouveau associé à une causalité débridée.
Alors, réaction en chaîne d'un type nouveau. Vous vous souvenez que la crainte par rapport à la bombe atomique et à l'énergie atomique, c'était justement la réaction en chaîne, la fameuse angoisse du savant qui a marqué le début de l'ère atomique, était une angoisse de la réaction en chaîne. On fait quelque chose qui va arrêter un régime dictatorial et, et fasciste comme peut-être l'Allemagne nazie ou après le Japon et que tout ça était en but, mais qu'on va déclencher une réaction en chaîne. Et pour John Hopfield, à la base de l'IA, il se pose cette question. Et quand on sait que dans les informations aujourd'hui, on entend que des gens français sont renvoyés des États-Unis parce que l'intelligence artificielle a détecté des propos anti-gouvernementaux parlant de Trump et de Elon Musk dans les SMS, WhatsApp, mail, et au point que le CNRS, je crois, dit aux gens de vider leurs ordinateurs et vider leur iPhone, on est quand même dans quelque chose d'assez troublant qui donnerait raison à John Hopfield de son angoisse. Alors bon, est-ce qu'on peut faire appel à autre chose qu'à la religion quand l'angoisse se présente? Le pari, évidemment, pour moi, c'est de faire appel plutôt à la psychanalyse. Encore faut-il que la psychanalyse soit prête à relever cet appel, n'est pas une position anti-science. Hein, il y a une pente conservatrice qui peut toujours prendre la psychanalyse et qui, au fond, a une sorte de rejet de la science, n'arrive pas à faire le partage entre sciences de vie et sciences de mort. Et la psychanalyse avec Lacan, elle a cette force. Dans le séminaire 11, il le dit tout au début, pose le réel comme non déterminé. Là encore, une thèse absolument centrale. Donc la cause serait structurellement trouée, ou en tout cas une béance. Je lis le séminaire 11, il reste essentiellement dans la fonction de la cause une certaine béance. Il y a un trou et quelque chose qui vient osciller dans l'intervalle. Hein, c'est là qu'il dit, il n'y a de cause que ce qui cloche, et que nous, il s'agit d'être à la hauteur de ce vacillement. Hein, ce vacillement qui implique ni le rejet de la science, ni le fait de transformer la psychanalyse de façon réductrice. Vaciller dans l'intervalle, hein, tel est peut-être le pari et l'enjeu pour l'évolution de la psychanalyse à l'avenir. Vaciller dans l'intervalle, j'ai été frappé par un patient issu de famille avec des cas de Corey de Huntington, donc cette fameuse maladie neurologique monogénique dégénérative. Et au fond, il a dû faire face au dilemme de savoir ou pas s'il était porteur du gène, comme tous ces sujets particulièrement difficiles dans ces maladies monogéniques. Et lui, jusqu'à se vivre lui-même comme le chat de Schrödinger dans sa boîte, avec l'indécidabilité de savoir si le chat est mort ou pas. Vous voyez, c'est-à-dire là, on retrouve au cœur d'une question. Finalement, il a fait le test qui malheureusement s'est révélé positif. Comme il l'a dit, le chat était donc mort depuis longtemps. Voilà, donc il a pu s'appuyer paradoxalement sur ce fait, ce qui lui a permis en fait de vivre enfin, de sortir d'une sorte de dilemme qui s'était emparé de lui depuis longtemps. Alors à partir de ce trou, que fait-on? Comme le dit Lacan dans les noms d'Up R en 74, fameuse phrase non publiée, 19 février 74, à partir de ce trou, on invente. Il s'agit bien d'inventer. Inventer selon une logique de la réponse plutôt qu'une logique de la cause déterminante. Lacan dit encore inventer un truc pour combler ce trou dans le réel. On pourrait dire pour aller vers de nouvelles formes, de nouvelles allures de la vie, pour parler comme Canguilhem.
la vie dans ce qu'elle a de fondamentalement indéterminé, aux possibilités infiniment nombreuses, résultant de causes infiniment nombreuses, donc de devenir infiniment nombreux. Donc, poser la psychanalyse comme nécessaire, pour moi, c'est ce qu'il faut réaliser. Tel est le pari. La psychanalyse n'est pas un passé désuet, mais un avenir nécessaire. Alors, j'ai préparé encore plein de choses, mais je me dis que j'ai parlé 40 minutes. Donc, je ne sais pas quel est votre rythme euh, par rapport à ce genre d'exercice. Est-ce que peut-être la discussion gagnerait à ce que je sois pas trop long? Qu'est-ce que Alain et qu'est-ce que vous attendiez, Non, euh, Gisèle? si tu as encore, tu as encore, je sais pas ce que Gisèle a préparé, parce que la durée de ce qu'elle a préparé, mais tu as encore 5 10 minutes, donc qu'en penses-tu, Gisèle? Ou Ah alors, bah, on bien peut discuter sûr, comme tu veux, comme tu veux. prenons notre temps. Ou alors, ce qui est possible aussi, c'est que tu commences, toi, à discuter ce que François a déjà dit, et puis qu'ensuite, il poursuive un petit peu. Comme vous voulez, oui. Qu'est-ce que tu en penses, François? Moi, je me dis que je viens de parler 40 minutes et puis que dans ces petites boîtes, c'est peut-être voilà, après, j'ai fait tout un développement que je pourrais prendre suivant dans la discussion, qui est peut-être pas très long, mais enfin, sur le plus politique, sur l'intime et le collectif. Ah, oui, oui, ça c'est tentant, mais, bon, comme tu veux, on peut faire comme Gisèle a dit, ou comme si tu préfères enchaîner. Non, vas-y. Bon, non, mais alors je retrouve des choses très, très importantes que tu as toujours soutenues. Je me souviens de la conférence que vous aviez fait avec Pierre Magistretti, qu'on a publié dans le livre avec Bernard, qu'on a dirigé avec Bernard Gols, le livre collectif de cette série de séminaires qu'on avait fait faire, où effectivement tu expliques très très bien euh, l'articulation entre neurosciences et psychanalyse telle que vous la pensiez. C'est-à-dire, comme tu le dis, sans, euh, sans tenter de trouver la preuve de l'un dans l'autre, sans recoupement, sans intersection, mais sans analogie, mais au contraire, véritablement montrer comment euh, ça tourne autour des mêmes points de butée, ou de points de butée qui peuvent, eux, s'articuler. Donc c'est vraiment extrêmement important, je pense. Je te rejoins tout à fait sur cette idée quand même, au fond, la psychanalyse ne peut pas vivre sans le rapport au discours de l'époque. Après tout, elle est toujours articulée au discours dominant. Lacan l'a fait, Freud l'avait fait, au fond. On le saisit moins pour Freud parce que on est un peu plus loin de cette époque-là, mais euh, que ce soit le discours, que ce soit ce qu'a pu amener Charcot ou, par exemple, toute la conception du passé et de l'histoire chez Freud, c'est toute l'historiographie allemande avec von Ranke, avec Droysen, etc., qui a été une révolution au XIXe siècle et qui était un élément dont Freud était complètement imprégné. Et je trouve que, effectivement, toute théorie analytique, c'est toujours embarqué dans une pratique du détournement autour de points de butée insu de la théorie. Je pense par exemple ce que Lacan reprend. Il embarque la linguistique, mais il n'y a rien de linguistique dans la manière, puisque tout de suite, il décomplète, il détourne le modèle du signe chez Saussure, il le décomplète, et le- la notion très compliquée de concept chez Saussure, euh, Lacan fait du signifié quelque chose d'un glissement, etc., qui n'est plus du tout au fond, et qui est une chose très logique et qui était un point de verrouillage dans Saussure, puisque c'est vrai que si on cherche le sens d'un mot dans un dictionnaire, on est renvoyé à un autre signifiant, puis à un autre signifiant, etc., etc. On peut le montrer pour la logique, et effectivement, je trouve que ça, c'est le travail formidable qu'a initié François Ansermet
avec Pierre Magistretti, mais qu'il a initié lui en tant qu'analyste, qui est d'avoir attrapé le discours de l'époque qui était les neurosciences. On baigne dedans, on est noyé dedans. Il y a un petit texte qui circule, je l'enverrai éventuellement, de François Gonon, qui montre qu'effectivement, c'est devenu un alibi de la destruction de la psychiatrie qu'on a connue, mais qu'en réalité, les neurosciences n'ont rien apporté en tant que telles immédiatement à la psychiatrie. Bon, sauf effectivement cette chose-là. Alors, je trouve également très important ce que tu as dit autour des points de butée, évidemment. Ben, aujourd'hui, c'est dans les neurosciences et dans les démarches scientifiques qu'on les trouve, effectivement. Et ce qui est très important, c'est que on doit pouvoir attraper ces modalités de détournement dans les discours dominants d'une époque, mais sans s'affilier à ces discours, parce que eux-mêmes sont toujours des points de fermeture. Ils ont la façon dont les neurosciences diffusent dans la culture, c'est redoutable, hein, je veux dire que- puisqu'il semble qu'on pense tout autant avec son cerveau qu'avec son côlon. Donc, tout son intestin. Non, non, mais tu es au courant, enfin, je t'en Oui, prie, bien sûr. microbiome, oui. Voilà. Alors, sur la question du déterminisme, ça, c'est, je crois, aussi une question extrêmement importante, parce que là, euh, c'est une question très importante, surtout que c'est une question, alors c'est un point de tension entre Freud et Lacan, mais déjà, si on pense le dernier chapitre de la psychopathologie de la vie quotidienne, il y a chez Freud l'idée d'une surdétermination, c'est-à-dire que à la fois c'est déterminé, mais c'est tellement déterminé que je ne sais pas si une chatte peut y retrouver ses petits, tu vois, tellement ça. Et, et c'est vrai qu'il y a eu vraiment dans le champ de la psychanalyse comme un point d'aveuglement autour de la question de la prédiction. Ça, je te remercie beaucoup de souligner ça. Parce qu'on entend ça tout le temps dans les débats chez les analystes, et c'est une question absolument aberrante, hein. Ça a été, je pense, dans la psychanalyse d'enfant, je ne sais pas ce que tu en penses, euh, ça a été lié à un biais redoutable qui a été l'idée qu'au fond, on allait valider ce passé par une démarche qui était l'observation. Alors, c'était aussi bien l'observation, même filmée parfois, mais également l'observation, effectivement, euh, quand on a un enfant euh, autiste ou très gravement atteint, ben, la relation mère-enfant est évidemment dysfonctionnelle, sauf qu'on ne peut pas dire ce qui est cause de quoi. Mais les psychanalystes se sont très vite précipités là-dessus, et ça leur est revenu comme une claque dans la figure d'une façon redoutable. Mais est-ce que ce déterminisme-là, je trouve que c'est très judicieux ce que tu as dit à la fin en repensant à la religion, parce qu'il faut que les psychanalystes balayent devant leur porte aussi, c'est que, il y a une pente à faire de la psychanalyse une religion, hein, c'est-à-dire de faire du discours analytique et de la théorie analytique un discours absolument fermé. Tout le monde oublie quand même le mot crucial de Lacan, c'est quand même dans le tout dernier, je crois que c'est dans la topologie, le temps, mais enfin bon, où Lacan dit que la psychanalyse est une anti-initiation. C'est-à-dire qu'elle est véritablement, au contraire, quelque chose qui est au-delà, qui est subversion de la dimension religieuse, mais on a tendance à le faire en permanence. On a des mots valises comme ça que dans son temps, on entend ça dans les colloques de psychanalystes, dans son temps, mais comment ça, tu n'as pas parlé de ce mot-là, ce mot-là n'a pas été prononcé, comme si c'était le mot-clé, voilà, qui allait donner la révélation de la Sainte Trinité. Et, et il me semble, moi, que la formule que tu as dit, se rencontrer pour ce qu'on ignore et non pour ce qu'on sait, ça devrait être écrit au fronton de chaque école de psychanalyse, quelle qu'elle soit, parce que c'est un élément, me semble-t-il, tout à fait décisif. Est-ce que Lacan dit autre chose quand il dit qu'il a toujours avancé avec son je n'en veux rien savoir, hein? C'est tout à fait, me semble-t-il, du même ordre que ce qui le fait avancer, c'est qu'il a tout le temps avancé avec son je n'en veux rien savoir. Voilà, qui est une question, voilà. Bon, merci pour tout ce que tu as apporté, c'est extrêmement précieux et comme toujours, extrêmement vivant et clair. Enfin, je pense qu'on a là des repères avec lesquels on pourrait peut travailler. Hmm. Je pense, ouais. Oui. Sur ce que tu as dit, valider le passé par l'observation, enfin,
ça rejoint mon expérience de physique du ballon qui explose, c'est-à-dire qu'on va dans un sens ou on va dans l'autre. Moi, je dirais que par rapport à l'enfant, dans le travail clinique, euh, c'est différent de se situer dans une logique de la réponse que dans une logique de la cause déterminante, Oui, c'est-à-dire observer un tableau clinique par rapport aux réponses en devenir, en émergence, et pas par rapport à la vérification de ce qu'on sait ou de ce qu'on pense savoir. Et absolument. qu'au fond, dans la présentation clinique qu'on peut faire, même dans la réflexion autour d'un cas, vu en présence, c'est totalement différent de regarder le cas par rapport à l'ébauche de ses réponses ou de ses solutions que par rapport au côté performatif qui consiste à retrouver ce qu'on sait dans le cas, quoi. Hein, c'est ce qu'avait dit Lacan à Genève, ne pas mettre le cas dans un casier, mais il y a toujours le risque de mettre le Oui, cas dans un casier, quoi. oui, tout à fait. Et fait ça. Et puis, bon, rappeler que dans ce que tu dis, la psychanalyse, Lacan anti-initiation, merci de citer ça. La topologie du temps, je l'ai en dactylographié, mais enfin, n'existe. Mais anti-initiation, ben c'est bien de mettre ça aussi au fronton, alors, avec ce que tu as relevé de ce que j'ai dit, quoi, au fronton de, de, ouais, d'un lieu de réflexion et de formation psychanalytique, hein. La pente, la psychanalyse comme religion, parce qu'au fond, plus elle est dans l'idée qu'elle est en train de disparaître, plus elle risque d'être dans une pente religieuse, quoi. Absolument. Absolument, absolument. C'est une des vraies questions tout à fait fondamentales. Et il y a dans la science aussi hein, des aveuglements. Hein. Je cite toujours la même chose parce que on s'est beaucoup excité sur les paradoxes d'Achille et de la tortue et de la flèche de Zénon qui n'atteint jamais les choses. Puis il y a eu un mathématicien au cours du XXe siècle qui a montré qu'avec les outils de la géométrie euclidienne, on peut démontrer que la flèche atteint la cible et que Achille rattrape la tortue. Mais c'était c'était les obstacles idéologiques des mathématiciens jusque-là qui faisaient que ce paradoxe pouvait pas être levé. Enfin, etc. Enfin, bon, on trouve plein. Mais voilà. Si tu veux, on a le temps peut-être, Gisèle, encore que François dise quelques mots Oui, bien sûr, sur la question politique parce que c'est très important ça bien aussi. entendu. Bon, alors, donc, oui, la suite que j'avais amorcée à partir de ce que je disais, que la psychanalyse n'est pas un passé désuet, mais un avenir nécessaire, euh, je voulais développer que la psychanalyse est aujourd'hui euh, d'actualité, euh, et que son actualité, c'est peut-être dans la possibilité de mettre ensemble ou de penser ensemble le malaise individuel et le malaise collectif ou le malaise dans la civilisation comme étant en fait imbriqués et noués. Donc, euh, Oui, oui, oui. c'est cette articulation qui me semble euh, devoir être pensée et que Freud a pensé d'une certaine manière en mettant ensemble l'intime et le collectif, déjà dans Psychologie des foules et Analyse du moi, en disant toute psychologie individuelle est aussi d'emblée et simultanément une psychologie sociale. Vous connaissez cette fameuse phrase. Et au fond, on peut se dire que deux points sont importants. C'est l'idée d'emblée et simultanément. Pourquoi d'emblée et pourquoi simultanément? Et que au fond, c'est pas si mal traduit. J'ai évidemment repris en allemand, mais enfin c'est correct cette façon de le traduire. Et bon, d'emblée et simultanément,
Une psychologie individuelle est une psychologie collective. Lacan reprend ça à travers sa formule saisissante. Le collectif n'est rien que le sujet de l'individuel. Hein, il le dit dans le séminaire La logique du fantasme, séminaire 14. C'est une formulation assez, oui, qui est assez paradoxale. Bien sûr qu'après, il pousse plus loin en disant, euh, excusez-moi, le collectif n'est rien que le sujet de l'individuel. C'est dans les écrits qu'il met ça, page 213. Là, j'ai fait un glissement dans mes notes. Alors que dans le séminaire 14, c'est là qu'il a cette fameuse expression sur laquelle beaucoup de choses ont été dites. L'inconscience, c'est la politique, hein. Euh, Absolument. donc, effectivement, là, on est. Alors, bon, d'emblée, simultanément, von Anfang an auch gleichzeitig. Voilà. Que veut-il dire? D'emblée, c'est l'aspect inaugural du nouage entre l'individuel et le social. Simultanément, c'est dire que l'individuel et le social sont imbriqués l'un dans l'autre dans une coexistence simultanée, une coexistence dans le temps, dans l'immédiat, au présent, dans l'instant. La simultanéité n'implique donc pas un rapport de causalité, mais plutôt une association synchronique dans la contingence, qui intègre la contingence, au présent. Elle ne se déduit de rien, cette simultanéité. Elle est plutôt une coïncidence dans une fenêtre temporelle. Bon, vous reconnaissez, bien sûr, ça c'est Freud dans Psychologie des foules, l'analyse du moi, mais c'est ce qu'il avançait dans l'expérience de satisfaction, dans l'esquisse, non publiée, mais quand même là, puisqu'il définit que la détresse, le petit homme né inachevé de naissance, et dans cette incomplétude, le met en potentialité en détresse, et qu'il ne peut sortir de cette détresse que par l'acte de l'autre. Mais comme il le précise, cet acte de l'autre, c'est dans une Gleichzeitigkeit, dans une simultanéité, ni trop tôt, ni trop tard. Et que effectivement, c'est là que l'autre devient à la fois salvateur, mais en même temps menaçant. Et donc, c'est là que peut-être un nouage se fait entre l'intime et le collectif, entre l'intime et l'autre, du côté du risque de la destructivité, hein, du côté des potentialités de la haine. En tout cas, d'emblée, simultanément, c'est une question à aborder dans le déploiement des questions de la causalité que j'ai avancé tout à l'heure, en disant que, au fond, Freud dit dans Considération actuelle sur la guerre et sur la mort, la succession implique la coexistence. Hein, je trouve que ça, c'est une thèse majeure. C'est autrement dit, tout ce qui deviendra successif aurait d'abord été simultané. Donc il y aurait une sorte d'expérience mythique où la détresse, l'acte de l'autre, salvateur, scelle une potentialité du côté de la destruction. En tout cas, la psychanalyse euh, permet, oblige, enfin, je dirais, à penser en même temps l'individuel et le social. Je ne sais pas Oui. comment dire le social. Il a dit psychologie sociale et psychologie, toute psychologie individuelle est aussi en même temps et simultanément psychologie sociale. Peut-être aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait dire autrement entre l'individuel et le collectif, entre l'individuel et le politique? Pour moi, c'est paradoxalement aussi ce qui rend la psychanalyse nécessaire pour penser le contemporain,
et inscrire la psychanalyse dans le temps qu'on vit. Hein. On ne peut maudire son époque. Il faut bien se confronter à ce que cette époque, ce à quoi elle nous convoque, aux défis qu'elle implique. Par exemple, l'idée de norme est en train de se subvertir. Elle n'est plus celle qu'on connaissait. Et elle se retrouve vraiment sans dessus-dessous, sans dessus-dessous, allant vers une volonté de dépassement de toute norme qui nous laisse des fois perplexes, en passant de l'idée d'une norme pour tous, à laquelle on pouvait très bien nous s'opposer, propre au normal et au pathologique, hein, en donnant une valeur de vérité à celui qu'on considérait comme anormal, mais là, on est passé dans un autre registre, c'est-à-dire au fait de revendiquer chacun sa propre norme, voire le hors norme pour tous. Parfois, avec parfois la volonté d'imposer paradoxalement son propre hors norme à tous. Bon, mouvement très présent dans le temps qui vient de passer. Et si on prend maintenant la catastrophe, au fond, d'un régime politique comme celui qui s'est tout à coup déployé en moins de 2 mois aux États-Unis, enfin, c'est pas à moi d'en parler puisqu'il y a quelqu'un de New York qui est là, présent dans une des petites boîtes. Mais enfin, il y a une réaction là quand même. Les mots qui sont interdits, les 200 mots interdits que New York Times a repérés, hein, la liste, qui sont plutôt d'homo, hein, qui font une sorte de contre-réaction à ce mouvement euh, du, du- d'imposer son propre norme à tous, mais là sous une forme qui est au fond en symétrie. En tout cas, on pourrait dire qu'on est entré dans le temps de l'au-delà des normes, ce qui se répercute évidemment sur la question du normal et du pathologique, qui se trouve aujourd'hui en pleine reconfiguration, voire les débats de Incel, de l'utilisation de l'iPhone par rapport à des données avec une vision directement statistique du malaise individuel sur des bases collectives, comme si on avait retourné euh, au fond, on pourrait dire la clinique, c'est qu'au fond du particulier, on trouve le général, et là, on dirait, dans le général, on va trouver la leçon du particulier. En tout cas, on est peut-être dans ce mouvement, hein, de reconfiguration. Est-ce que c'est lié à une mutation dans le registre de la subjectivité dont il s'agirait de tenir compte? C'est pas simple de le dire. Je vous pose la question, hein, c'est-à-dire, c'est quelque chose à débattre. Est-ce que c'est un mouvement dans une évolution sociale, sociétale, politique, ou est-ce que c'est une mutation dans le registre de la subjectivité, ou les deux simultanément, d'emblée et simultanément, pour reprendre la position de Freud. Pour moi, c'est d'emblée et simultanément, hein, la réponse que je donne, mais enfin, on pourrait dialectiser euh, aussi. En tout cas, on est dans une période de transition, de métamorphose, et pour parler comme Éluard, d'oubli de nos métamorphoses, de transformation qui dépasse nos possibilités de saisir ce qui est en train de se passer, de saisir l'instant dans lequel nous sommes. Alors, quel est l'instant dans lequel nous sommes simultanément et d'emblée? Pour moi, on vit, le temps qu'on vit est celui de la servitude volontaire dénoncée par la Boétie. Une servitude qui peut s'insinuer dans la vie et participer par cette voie à l'instauration d'une tyrannie à l'insu de tous, euh, sans que chacun puisse y reconnaître sa participation. Hein, il y a un emballement. Euh, la politique du monde nous le montre, en particulier du régime actuel
de Trump et de sa façon de gérer les, les- les choses. Tout le monde se précipite quoi, et dans son bureau, dans une certaine mesure. Hein, c'est quelque chose de complètement sidérant. Pour la Boétie, le tyran, bon, mais rappelons la Boétie, parce qu'il est quand même, c'est un type génial, la Boétie, mais il a une actualité tragique. La Boétie, le tyran n'a d'autre puissance que celle qu'on lui donne. Il faut bien le réaliser. Je cite la Boétie. Il est incroyable de voir comme le peuple, dès qu'il est assujetti, tombe dans un profond oubli de sa liberté, qu'il lui est impossible de se réveiller pour la reconquérir. Il sert si bien et si volontiers, il sert si bien et si volontiers qu'on dirait à le voir qu'il n'a pas seulement perdu sa liberté, mais bien gagné sa servitude. Bon, c'est pas totalement étranger à ce qu'on peut voir, une servitude qui peut être vue comme une des formes silencieuses de la pulsion de mort. Vous savez que Freud met la pulsion de mort d'un côté muette, sous une forme silencieuse, et que c'est ça, cette tendance à la mort, cette tendance à préférer la mort par rapport à la vie, et préférer la mort dans la vie, qui est sous-jacente à ce qui va être ensuite la pulsion de mort sous sa forme de destruction. Hein, c'est-à-dire, euh, et que cette servitude, comme forme silencieuse de la pulsion de mort, est de l'ambivalence. C'est soi-même que l'on croit servir dans sa servitude, alors que l'on participe à s'asservir. S'asservir à un tyran qu'on participe à constituer. S'asservir parfois à travers une servitude à son insu, parce que pour moi, c'est, il y a des servitudes à son insu. Donc, j'ai écrit un livre avec François Forestier, chez Odile Jacob, qui s'appelle la dévoration numérique, sur le numérique qu'on a sorti il y a 2 ans ou trois, au fond, comme une servitude à son insu, la servitude par rapport aux réseaux sociaux, au numérique, comme une addiction sans substance qui peut prendre tout un chacun. Alors, bon, tout ça pose la question de la pulsion de mort et des sources de la pulsion de mort. Alors, je reprends Freud qui pose de façon assez étonnante qu'elle vient de l'inanimé qui précède le vivant. Le passage de l'inanimé à la vie, dit Freud, procéderait d'une force encore inconnue qu'on ne peut se représenter. Moi, je pense que cette question de la force inconnue qu'on ne peut pas se représenter, qui fait passer de l'inanimé à l'animé, est une question fondamentale qu'on pourrait poser dans le cadre aujourd'hui, revisiter dans le cadre aujourd'hui de la biologie et des sciences du vivant. Hein. Euh, de ce passage résulterait pour Freud une tendance à retourner vers l'inanimé, ce qui fait le propre de la pulsion de mort. Avec l'apparition de la vie survient indissociablement une tendance à la mort, pulsion de mort apparue du fait que la substance, je cite Freud, anorganique a pris vie. Ça, il l'a dit dans des termes synthétiques, c'est ces mots. La biologie de l'au-delà du principe de plaisir, j'ai essayé de la travailler, on a essayé de travailler avec Pierre Magistrati, c'est très difficile, cette biologie, elle a de s'y repérer. Par contre, les thèses, on devrait les revisiter en fonction de la situation actuelle. Alors, au fond, quelles conséquences pour la psychanalyse par rapport à la question que vous posez? Quelle évolution pour la psychanalyse à l'avenir face à cette problématique de la pulsion de mort et de la servitude et de la tendance à la mort dans la vie? Hein? Quel est aujourd'hui le pari de la psychanalyse? J'ai mis une citation, j'ai bientôt fini, hein. J'ai mis une citation de Beckett
dans le dépeupleur que je trouve particulièrement, peut-être aussi à mettre en exergue. Là, on a mis deux ou trois choses en exergue dans la partie. De tout temps, le bruit court, ou encore mieux, l'idée accourt qu'il existe une issue. Moi, je trouve ça extraordinaire. Donc, au fond, pourquoi la psychanalyse? Pourquoi la psychanalyse? En deux mots, pourquoi la psychanalyse, si ce n'est pour cette issue? À quoi on devrait se consacrer pour l'avenir? C'est non pas à sauver une psychanalyse soi-disant en train de disparaître, mais à la convoquer pour répondre à la pulsion de mort. J'ai mis la trace de la servitude, il y en a d'autres. Et au fond, peut-être pour aller plus loin dans la possibilité de penser la pulsion de mort. Hein, c'est peut-être il y a des résistances dans le champ de la science, de l'histoire, des médias. On veut plus entendre parler, même dans les titres, dans les livres, dans les publications avec le mot psychanalyse. Mais peut-être cette résistance, elle est aussi la résistance des psychanalystes. Elle est peut-être aussi de notre fait. Et donc, au fond, maintenant, il s'agit de se réveiller sur pourquoi la psychanalyse. Eh bien, justement, pour répondre à la pulsion de mort. La psychanalyse est là pour produire un changement. C'est le seul but de la psychanalyse, produire un changement immédiatement et simultanément, intime et collectif. Donc, euh, ce changement, donc là je fais une petite phase défensive, presque exalté. Là, voilà. Mais produire un changement, c'est-à-dire, restons calmes, un changement au présent. Parce que le champ de la psychanalyse, c'est au présent, c'est dans l'instant, quand le passé n'est plus et quand l'avenir n'est pas encore. Ça rejoint Nietzsche, qui fait du contemporain l'inactuel. Hein, donc le champ duquel on pourrait répondre à la pulsion de mort, sortir à de la pulsion de mort, c'est l'inactuel. Donc, comment aborder le temps qu'on vit à partir de l'inactuel? Comment se débrouiller avec la contradiction portée par un présent qu'on peut considérer comme étant tout aussi crucial, hein, puisque je dis c'est qu'au présent que je rejoins même Poincaré, vous voyez, c'est-à-dire l'idée du chaos déterministe, le coup d'aile du papillon au Japon qui crée une tornade ailleurs. Comment on peut miser sur le présent qui est tout autant crucial qu'inaccessible? Hein, en plus, l'inconscient ignore le temps, Zeitlos. Voilà, donc pour moi, c'est cette réflexion sur le temps qui est au cœur de cette articulation d'emblée et simultanément entre l'intime et le politique. Et c'est justement là qu'intervient la psychanalyse, comme une pratique du présent, mais une pratique tournée vers un avenir possible à partir du présent en misant sur l'impossible pour ouvrir le champ des possibles. Le présent met en jeu le futur, quel que soit le passé. Bon, postulat fort, mais je pense qu'il peut être pertinent comme orientation éthique de la psychanalyse. Euh, donc, il se joue donc paradoxalement au futur antérieur. C'est-à-dire que vraiment, ce maniement du présent implique le futur antérieur, tant grammatical troublant qui lie le passé avec le futur, mais que le présent peut bouleverser. J'ai un souvenir qu'on a parlé avec Alain d'une thèse qu'il a faite justement sur cette thématique du futur antérieur dans un colloque qu'on avait à l'école normale, ou je ne sais plus, on était sur une terrasse dans le quartier de l'ENS, là, et je me souviens de
discussion. Donc tout à coup, ça me revient. Donc je la dédie à Alain. Le futur intérieur qui est aussi le temps du transfert, hein, où se joue la mise en acte, la réalité de l'inconscient au présent, à travers la parole, que convoque l'acte d'analytique, pour que se dégage une voie au-delà des répétitions qui piègent le sujet dans ce qui ne va pas jusqu'à l'impossible à supporter. Donc, au présent, miser sur l'impossible pour ouvrir les lois du possible. Miser sur le point de butée. Hein, si je boucle les deux parties de mon exposé, que je rejoins le début, puisque je l'avais construit comme un seul exposé que j'ai coupé en deux. Miser sur le réel, miser sur la contingence. Moi, j'aime bien aussi cette notion de serendipity. Miser sur la serendipity. Miser sur le fait de trouver autre chose que ce que l'on cherche. Telle est l'œuvre de la psychanalyse, vers un futur qui reste évidemment imprévisible et à créer. Donc le futur est à créer. Je m'adresse à Alain, c'est une création. Hein, comme le dit Héraclite, l'artiste, euh, l'artiste, il ne travaille pas, il crée et son œuvre n'est pas anticipable. Extraordinaire sentence d'Héraclite. J'ai pris la traduction de Conche, Marcel Conche, dans ce. Voilà. Donc, bon, tout ça, euh, il écrit un livre comme ça épais, un autre plus petit. C'est quelques phrases, c'est très complexe. Mais enfin, j'aime bien cette idée que c'est pas anticipable. Il faut avoir un maniement du présent vers le futur en supportant qu'il n'est pas anticipable, en étant un praticien de l'imprévisible, d'un devenir à créer malgré tout un autre devenir que celui qui est anticipable à partir de la déduction de ce qui était. Vous voyez? C'est donc un devenir au-delà du déterminisme, un devenir à créer. Je termine par la conclusion. Le processus psychanalytique, c'est aussi la rencontre avec ce qui se décale de ce qui est établi, de ce qui se décale de ce qui était prévu. Une rencontre avec ce qui surprend. Être prêt à la surprise. L'enjeu, c'est bien une invention, comme le disait Lacan dans le séminaire que j'ai cité tout à l'heure. L'enjeu, c'est bien une invention. Michel de Certeau parlait de l'invention du quotidien. J'avais adoré ce titre à l'époque de travail anthropologique. En tout cas, d'une invention au quotidien, une invention dans l'instant dont il s'agit de se saisir dans son émergence, dès son émergence, simultanément et d'emblée. Vous voyez, tout est simultanément et d'emblée dans l'œuvre psychanalytique. Pour cela, encore faut-il oser le faire. Oser faire, c'est oser rêver, mais c'est aussi oser rater. Hein. Les fameux mots de Beckett dans euh, euh, Cap au pire, que bon titre. Oser, oser rater, encore rater mieux. Euh, une condition peut-être pour oser changer, pour ouvrir une voie au changement, pour accéder à ce qui change. Tel est l'enjeu de la psychanalyse, de son pourquoi, de sa voie pour faire face pour trouver à la pulsion de mort, pour trouver une réponse à la pulsion de mort. Voilà. Merci infiniment. Merci infiniment, François. Là, il y aurait beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce que, Gisèle, tu crois qu'on a le temps de discuter et peut-être à ce moment-là,
comment tu vois les... Ce que je propose, c'est ceci. Je Hmm. vais juste ajouter quelques points comme discussion à cet immense ensemble de préalables que nous a énoncé François ce soir, qui sont extrêmement utiles et bien orientés. Et alors, j'en prendrai quelques points. Je n'aurai pas le temps de faire l'exposé prévu ce soir. Je vous en présenterai ensuite simplement l'introduction. Alors, un des premiers points que j'ai relevé dans ce que vous disiez, c'est à propos de l'inconscience et la politique. Alors, c'est une phrase à laquelle nous sommes très sensibles à Espace, puisque nous avons consacré une journée dessus, une journée, deux journées d'ailleurs, d'espace analytique dessus, il y a de ça 3 ans, je crois. Et que j'ai pour ma part, dont j'ai pour ma part poursuivi l'articulation un peu plus loin, ou mettons un peu plus haut, puisque là où cette phrase se trouve, c'est c'est page 317 de la logique du fantasme, je la connais bien parce que je l'ai travaillé longuement, parce que juste un peu plus haut, ce que Lacan en dit de cette phrase, c'est ceci, et la façon dont il l'amène, c'est ceci, c'est si Freud a pu a écrit quelque part que l'anatomie, c'est le destin, lorsque nous serons revenus, ou quand nous serons revenus à une vue plus saine de ce qu'il nous a légué, nous dirons, je ne dis pas même que la politique, c'est l'inconscient, mais que l'inconscient, c'est la politique. Donc, on ne comprend pas enfin, ou plutôt, elle est déjà un monde à soi toute seule, cette phrase. L'inconscience et la politique, bien sûr, mais elle est partie d'une phrase où elle constitue l'alternative proposée par Lacan, comme une objection, il faut bien le dire, à la phrase l'anatomie, c'est le destin, que Freud avait en effet écrit, on le sait, et qui a été bien sûr longuement commenté, critiqué, refusé, notamment pour ses conséquences politiques extrêmement importantes. Ça, c'est la première remarque. Et en mettant en balance ces deux phrases, on arrive, je dirais presque à un livre entier de commentaires nécessaires, tellement c'est un renversement majeur. Passer de l'anatomie comme destin à l'inconscient comme politique, c'est un renversement majeur. Alors pour ma part, je me suis intéressée à isoler un certain nombre de renversements chez Lacan que je trouve absolument fondateurs, dont celui-ci, et c'est ce dont je parle d'ailleurs cette année au long des séminaires, les différents renversements auxquels je me suis attachée, dont celui dont je pensais parler ce soir, qui est celui du passage de l'Oedipe à la métaphore paternelle. Et vice-versa, si on peut dire, puisqu'ils sont articulés ensemble dans une logique d'aliénation-séparation. Bon, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure un instant. Le deuxième point sur lequel j'ai envie de rebondir après ce que nous a dit François Ansermet est ce qu'il a relevé de ce moment très important qui qualifie véritablement une grande part de la société de notre siècle, c'est d'avoir vu surgir en effet des individus hors normes qui veulent imposer ce hors norme à tous. Bien. Et d'ailleurs, bien sûr, il a souligné combien, vous avez souligné combien euh, 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 la réaction actuelle de ces logiques pour toutes masculinistes que l'on voit se déployer aux USA, mais que l'on voyait ailleurs, évidemment, de façon encore bien plus sauvage en Orient. Bien sûr, en Afghanistan, par exemple, en Iran, eh bien, cette logique-là qui consiste à imposer un hors norme à tous, c'est cette logique que Lacan avait remarquée après Simone de Beauvoir d'une certaine manière, mais tout autrement, bien entendu, chez Sade. Chez Sade, Simone de Beauvoir avait remarqué combien Sade avait le mérite, parce que évidemment c'était un mérite en un sens, de reconnaître sa problématique sexuelle pathologique, sa pathologie sexuelle, mais d'en faire une revendication éthique applicable à tous. Eh bien, c'est
de ce débat de cette époque où, bien sûr, de nombreuses personnes s'étaient prononcées avant Simone de Beauvoir et après, mais avant Lacan, qu'il a repris plus tard avec son Kant, avec Sade. C'est à partir de là que Lacan, en articulant, vous le savez, toute cette dialectique entre Kant et Sade pour y montrer une équivalence tout à fait insoupçonnée entre les deux, entre Kant et Sade, eh bien, Lacan le reprenait encore en 1974 dans la troisième pour nous dire qu'au fond, cette alliance, il relevait toute une série de traits de notre époque, mais pour la résumer, dans précisément cette façon qu'avait eu l'objet kantien de refouler ou d'exclure l'objet du désir de l'homme, pour le voir ressurgir chez Sade sous une figure féroce, ce surmoi à la fois grotesque et féroce qui commande de jouir. Eh bien, Lacan disait dans la troisième, c'est-à-dire beaucoup plus tard et donc beaucoup plus récemment, beaucoup plus près de nous, que c'était un avenir qui nous pendait au nez quand avec Sade. Et on le voit particulièrement dans ce que cette remarque que vous faisiez de ce que, en effet, on a assisté dans toute la période qui a précédé à ce que des individus hors normes et volontairement hors normes, bien entendu, revendiquent leur pathologie sexuelle, mettons pathologie entre guillemets bien sûr, comme une éthique applicable à tous. Ça, c'est quelque chose qui marque notre époque d'une façon extrême, je trouve. Sur ce que vous disiez, comme convoquer, j'ai beaucoup aimé convoquer la psychanalyse pour répondre, non pas pour la sauver, mais pour répondre à la pulsion de mort. Encore que l'un n'empêche pas l'autre, bien entendu, puisque la convoquer, ça répond à quelque chose qui consiste, en tout cas, à la soutenir. Il me semble que c'est justement en forme d'objection, en quelque sorte, parce que d'une certaine façon, la psychanalyse, on passe son temps à la sauver. Hein. Moi, je crache pas dessus, je veux dire, c'est presque obligé parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'elle est toujours en déperdition d'une certaine manière. Bon. Donc, d'une certaine façon, on est passé, me semble-t-il, à quelque chose, vous disiez, de la résistance à la psychanalyse. On a bien connu ça. Il y a même eu une époque où un livre s'intitulait Résistance au pluriel de la psychanalyse. Vous savez qui l'avait écrit. Je trouve que maintenant, on arrive à une époque où la question n'est pas telle du tout, elle est dépassée, la question de la résistance à la psychanalyse. Nous sommes dans une époque, je trouve, me semble-t-il, où on en est à la résistance de la psychanalyse, mais résistance cette fois au sens politique, au sens de la Deuxième Guerre mondiale, la résistance de la psychanalyse. Ça, c'était ma remarque sur cet autre point. Un autre point m'a beaucoup intéressé dans ce que vous avez dit, cette jonction entre l'intime et le politique, qui fait partie évidemment de la question l'inconscience et la politique. Cette phrase, l'inconscience et la politique, c'est la jonction par définition du plus intime au plus politique. Eh bien, alors c'est aussi un point auquel je me suis intéressée profondément, et en l'articulant longuement toutes ces dernières années, à partir du non-rapport sexuel, du rapport sexuel et de l'abéance du rapport sexuel, qui est évidemment ce qu'il y a de plus intime et de plus politique. De plus politique. Et c'est même grâce à la théorie lacanienne, je trouve, qui a découvert, qui a levé ce voile sur ce non-rapport sexuel, qui bien entendu était là de tout temps, mais qu'on ne voyait pas tant il était bien masqué, et par la religion, et par le politique, et par les lois sexuelles. Il était entièrement masqué jusque-là. Donc, le fait que Lacan ait levé ce voile pour montrer que derrière ces masques, il y avait une béance, et une béance infranchissable, compensable, substituable, suppléable, mais absolument définitive,
d'avoir montré ça, Lacan, me semble-t-il, a réalisé en acte une articulation entre le plus intime et le plus politique. Mais reste à ce qu'on la développe, parce qu'il ne l'a pas véritablement développée, il l'a extraite, il l'a montrée. Il nous reste maintenant, nous, à en tirer les conséquences et à la développer. Alors ça, c'est sur les points donc, que je voulais répondre à ce que vous avez avancé qui m'a beaucoup intéressé dans l'ensemble. Vous voulez répondre quelque Oui, chose? oui, tout à fait. Merci beaucoup de cette reprise éclairante. Comme vous avez vu, j'ai pris des notes. Euh, je veux dire, ça met au travail la façon dont vous posez les choses, en passant en plus de la phrase l'inconscient, donc non pas la politique c'est l'inconscient, mais l'inconscient c'est la politique, en la mettant Mhm, en rapport avec de l'anatomie comme destin, mhm, à l'inconscient c'est la politique. mhm, Au fond, on pourrait faire une relecture à travers cette mhm, matrice de mhm. tout le mouvement actuel. Absolument, absolument, Finalement, la psychanalyse fonctionnait absolument. dans certains repères sur la question sexuelle. Mhm, Ensuite, on est tombé dans le corps comme malentendu, je dirais, hein. mhm, La clinique transgenre. Moi, je me suis aussi mhm, occupé de la clinique intersexe. mhm, J'ai même dû faire un avis du comité d'éthique sur les intersexes, donc mhm, qui effectivement mettait du côté du se donner un corps, se donner un nom, se donner une origine, enfin mhm. une sorte d'opération, se donner un destin finalement, euh, qui a été accompagné de tensions politiques fortement dirigées contre la psychanalyse, hein, je parle au terme Mhm, bien sûr. concret, un dénigrement du psychanalyste, puis que maintenant, à une vitesse ahurissante, on a le mouvement inverse. J'ai voulu Mhm, imprimer les mots interdits par mhm, l'Amérique, mais mhm, enfin, ils y sont tous, la sexualité, le mhm, LGBT, mhm, mhm, l'intelligence artificielle va mhm. les repérer, et au fond, il y a un mouvement inverse. Alors, vous avez raison Tout à fait. de Tout à dire fait. Mais que moi, juste sur ce point, un tout petit mot, il me semble, alors bien sûr, nous savons à quel extrême ça répond de la part des discours féministes et transgenres extrémistes qui se sont manifestés toutes ces dernières années. Et en quelque sorte, ça répond en miroir. Mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas non plus oublier que c'est un alibi de répondre. C'est aussi un alibi de se baser sur ces discours extrêmes pour y répondre et pour les contrer. Parce que de toute façon, le résultat auquel on arrive dans ces logiques pour toutistes, comme dit Lacan, ces logiques masculinistes pour toutistes, eh bien, c'est un résultat qui va bien au-delà de contrer les discours du transgenre, oui, même absolument. si ça prend alibi dessus. Oui, absolument. C'est-à-dire que peut-être il faut le recentrer sur l'angoisse, hein. C'est-à-dire que c'est Absolument. la même chose que ce que je Oui, disais de Abs- la science et de la religion, quoi. oui, tout Et à que fait. si on se dit que c'est un point panique, tout à un fait. point d'angoisse, et que c'est cette angoisse qui génère ensuite toutes les choses, et que peut-être la psychanalyse a la capacité de pointer l'angoisse Tout à euh, fait. en Oui, jeu dans un tel mouvement. Oui, Alain, tu veux dire quelque chose? oui, non, juste, c'est vrai qu'on est dans un mouvement, et la lecture de Gisèle est tout à fait juste, et la tienne, bien sûr, indiscutable, mais c'est un mouvement qui a pris les formes aujourd'hui du malaise contemporain. Mais ces allées et venues et ces mouvements itus et treditus entre des moments d'ouverture et des moments de tyrannie qui prennent aujourd'hui, à cause des avancées du discours de la science, des formes fascisantes, elles ont existé tout le long de l'histoire. C'est ce qui explique le discours de la Boétie. Moi, je militais pour que le texte de la Boétie soit rendu obligatoire en France, comme lecture en troisième, à peu près, pour tous les élèves. C'est tout à fait fondamental. Lacan le dit, hein, il dit ça très bien. Il dit d'ailleurs que j'ai même créé un petit truc là-dessus. euh,
sur la suggestion de Paola, qui a été publiée dans sa collection, sur cette question de l'autonomie. Lacan dit que, au fond, la différence avec autrefois, c'est que la servitude aujourd'hui existe toujours, elle est généralisée, mais elle est intériorisée, elle est masquée, elle est au fond de chacun de nous. Et le Oui, répondant de ce discours, disait Lacan, c'est le... Moi, j'ai forcé un peu le mot que disait Lacan, puisqu'il disait qu'il était délirant. J'ai appelé ça le délire d'autonomie. Euh, Lacan disait, du coup, avec ça, et c'est pas là qui avait épinglé ça dans une conférence que j'avais faite, et qui m'a poussé à le développer, voilà, qui est une sorte de discours de la liberté qu'on a au fond de chacun de nous. Le paradoxe moderne lié à la production capitaliste, à l'industrialisation du désir, comme disait Lacan, c'est qu'au fond, on pense à conquérir cette liberté par l'objet achevant, qui est l'idée d'un objet qui permettrait de ne plus être désirant, de ne plus chercher un autre objet, etc. Bah, d'une certaine façon, l'ego-psychologie rejoint le développement personnel et la méditation contemporaine, c'est-à-dire l'accomplissement et le développement du moi, hein. Ça, on est vraiment là-dedans aujourd'hui. Et d'autre part, ce que tu as dit tout au début, c'est vrai que moi j'ai fait ma thèse sur la question du temps en psychanalyse, etc. Donc tu rappelais la question du futur intérieur et nos discussions, effectivement, en partie à l'école normale, mais au café aussi, etc. C'est, c'est ce statut très particulier du présent et de l'instant, qui sont des questions absolument décisives pour nous, surtout si on veut bien les situer au regard de la question du fantasme. Voilà. oui, tout à fait, parce que le présent à l'instant, c'est-à-dire que dans ma construction coupée en deux parties, mais comme vous avez compris, c'est une seule exposée, je retrouvais le d'emblée et simultanément Oui, comme, comme, comme élément central par rapport à la réponse possible à la pulsion de mort, quoi. oui, tout à fait. C'est-à-dire que il y a bon, c'est peut-être là, le thème, c'est répondre à la pulsion de mort, comme je Oui, disais, euh, Chaboudet vient de le oui, tout à dire, enfin, convoquer la psychanalyse pour répondre à la pulsion de mort. C'est au fond, pourquoi la psychanalyse, quoi? fait. C'est, je, je me dis, peut-être cette question, on doit aussi se la poser. Si on est du côté de la résistance de la psychanalyse, de résister depuis la psychanalyse, et pas la résistance dans la cure, mais être en position de résistant, il faut qu'on se demande tout le temps pourquoi la psychanalyse, hein? Et, et pourquoi en deux mots et en un mot, quoi. Et Tout qu'on trouve un la bonne développement. question. Effectivement, si la psychanalyse a une pertinence, c'est par rapport à la réponse à la pulsion de mort. Réponse à la pulsion de mort qui pose la question du d'emblée et simultanément. C'était ça que j'avais voulu Très bien, oui, oui, oui. mettre au centre enfin, c'est répondre paradoxalement à la question possible, quelles évolutions pour la psychanalyse à venir? Eh ben, c'est d'emblée et simultanément, c'est maintenant, quoi. C'est-à-dire, comme on pourrait le dire, de l'origine. L'origine, c'est pas avant, c'est pas dans mais l'origine, c'est maintenant. Hein, c'est comme ça qu'on va faire que l'origine ne soit pas un destin. Et donc, euh, que l'origine puisse être aussi à venir. Donc, une clinique du devenir, quoi. Une clinique de l'avenir. Je trouve. Euh, alors, c'est intéressant parce que vous avez écrit quelles évolutions pour la psychanalyse à venir. Euh, Vous avez choisi la psychanalyse à venir. Moi, j'ai mis dans mon livre l'origine à venir, donc en deux mots. Vous n'avez pas mis quel avenir pour la psychanalyse, quoi. C'est C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. c'est On va une idée. peut-être, je sais pas, mais peut-être il y a des questions parmi nos collègues qui sont là ou qui veulent intervenir ou une remarque ou un commentaire. Vous ouvrez votre micro et vous pouvez euh, parler à François, donner un peu sur ce Alain, je voulais juste vous dire que j'ai Gisèle au téléphone, Oui, très très ennuyée parce que son ordinateur vient de tomber en panne.
Ah, zut. Alors là, je lui dis qu'elle d'essayer d'essayer par son portable, mais c'est vrai que là, elle sait qu'elle... À ce moment-là, tu peux aussi, toi, si tu mets Ah oui, sur ton portable ton haut-parleur, oui, on oui, oui. entendra. Gisèle, je peux te mettre mon portable avec le haut-parleur pour que tu entendes le débat et que tu puisses intervenir. Et tu mets ton portable juste devant ton Gisèle, ordinateur. tu m'entends? Je vais te mettre le son sur mon... Et je laisse mon portable allumé, donc ne coupe pas la... Assuré, je cherchais où était Gisèle dans tous ces Oui, groupes. oui, 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 Je me oui, disais, oui. mais c'est Voilà, où? voilà, Gisèle est là. Tu les entends, Gisèle? Parlez-lui. Voilà, Gisèle, vous Oui, avez oui, dit. on t'entend. Est-ce que, Catherine, mets ton haut-parleur pour qu'on entende Gisèle Eh, et mets le son au maximum de ton haut-parleur. voilà, Gisèle, parle, qu'on voit si on t'entend. Tu veux que avec le haut-parleur, ça va? Oui, J'ai vu, on t'entend très bien. Oui, voilà, oui. ils t'entendent, Bon, ils ben, t'entendent. parfait. Ah, bah très bien. Alors, je laisse mon portable devant. Voilà, on demandait s'il y avait, on en était à demander s'il y avait parmi tous nos, nos augustes et nos remarquables auditeurs, des questions à François, à toi, à moi, ou des commentaires. Paola, oui, vas-y, vas-y, Paola, oui, oui, bien Ah sûr. voilà, il faut mettre le. Oui. Oui, non, d'abord, je veux vous remercier énormément parce que je trouve que vous avez touché des questions fondamentales, vraiment. Et j'apprécie énormément votre point de départ sur la question du déterminisme. Hein. Et je pense que c'est une question cruciale, hein, parce que et c'est la question aussi qui permet qu'il y ait un point de rencontre et de tout, où on peut, soit la psychanalyse et les autres disciplines peuvent travailler ensemble. Donc, j'aime beaucoup tout ce que vous avez dit de ça. J'apprécie beaucoup votre reprise de la poésie. Nous avons fait un séminaire sur la servitude volontaire dans les dernières années. Donc, voilà. Je dirais, je suis tout à fait d'accord sur la question de la résistance de la psychanalyse. Il me semble que cette résistance de la psychanalyse a justement à faire avec le fait qu'elle propose des logiques qui ne sont pas toutistes. Hein. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a le pas de pas toutiste qui est en cause. Et il me semble que c'est là, justement, comme d'ailleurs Gisèle travaille si bien, hein, est vraiment crucial dans cette question de l'inconscience et la politique qui noue l'intime et le collectif, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de choses à dire. Je ne peux pas le faire maintenant. J'y reviendrai quand ce sera mon tour, parce qu'on travaille, je dirais, un peu sur la même question. Hein. Mais j'étais intéressée à ce que vous disiez avant par la question que vous avez posée sur l'évolution sociale ou la mutation de soit à la fois évolution sociale et à la fois mutation de la position subjective, n'est-ce pas? Oui. Alors, c'est une question que c'est tout à fait crucial, je pense, dans ce moment, surtout si on opère à partir du centre je dirais, de ce milieu néolibéral actuel américain. Hein. Et il me semble qu'il y a une question essentielle que vous avez touchée, c'est-à-dire la question de l'intelligence artificielle. Hein. Parce que j'en ai parlé dans quelque chose que j'écris, je crois qu'on est dans les effets d'une quatrième révolution industrielle, qui est celle justement qui a eu lieu avec la prise de dessus de l'intelligence artificielle et que la question de la servitude intime, on peut dire, dont on a parlé Alain aussi, vient, comment je voudrais dire, est complètement nouée hein, à l'usage actuel hein, de la relation, je dirais, à la machine, hein, à l'intelligence artificielle. Et il me semble qu'il y a quelque chose de
euh, essentiel dans la position subjective d'aujourd'hui par rapport à la relation à l'autre à travers hein, tous les médias hein, qui bon, sont disponibles hein, et qui, comment je pourrais dire, dont nous nous servons, mais qui se servent de nous constamment. Hein. Et donc, la question, c'est comment justement, quel est l'espace opératoire possible du sujet hein, à l'intérieur d'une structure où il est constamment guidé. Hein. Et comment, c'est là que ça s'ouvre aussi toute la question de l'éthique, comment reprendre, hein, comment je pourrais dire, la parole, je pourrais dire, mais aussi à partir, comment reprendre hein, une jouissance singulière, hein, là où hein, on est normativisé hein, par cette logique toutiste hein, qui, avec qui nous sommes en contact constant. Hein, à partir du moment où nous réveillons et nous regardons notre iPhone, hein, on est déjà entré à l'intérieur hein, de cette particulière relation à l'autre. Alors, c'est une question qui me semble que c'est important aujourd'hui, où il y a un changement quand même, hein, dont nous ne pouvons pas nous passer de réfléchir là-dessous. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, merci pour cette question qui est une remarque, en même temps témoigne de toute une réflexion qui rejoint vraiment ce qu'on a développé dans ce livre, La dévoration numérique, hein, avec François Forestier, qui lui est dans le domaine euh, scientifique de la recherche. En fait, c'est quelqu'un qui est en biologie du fœtus et beaucoup autour de la question de la prédiction. C'est comme ça qu'on est entré en lien. Il était à l'Institut de puériculture de Paris comme biologiste du fœtus. Bref, euh, vous avez bien serré la chose. Ce qui nous sert, en même temps, se sert de nous, quoi. Hein, donc, en français, ça correspond. Donc, on le nourrit autant que ça nous apporte, quoi. Donc, ça, c'est une sorte de nouage qui, qui, au fond, met en jeu une servitude des deux côtés, quoi. Hein, on ne sait pas qui le premier pourra se dégager de cette servitude. Enfin, c'est presque une figure topologique, quoi. Vous l'avez très bien. euh, Ce Bien qui sûr. nous sert se sert de nous, quoi. Ce qui nous sert se sert de nous. Et au fait, sans nous n'est rien, hein, parce que il suffit d'en sortir pour que ça disparaisse. Donc, l'autre chose, c'est que par rapport, donc c'est là que se pose vraiment cette question de est-ce que c'est un changement de la subjectivité de notre époque, quand Lacan disait qu'il faut être à la hauteur de la subjectivité de son époque. Hein, qu'est-ce que c'est que la subjectivité de son époque par rapport à qu'est-ce qu'il y a comme changement sociétal et comment ça se dialectise? Pour moi, justement, c'est quelque chose qui est du côté synchronique, à penser de façon synchronique, Absolument. et pas du côté cause-effet, quoi. Hein, c'est-à-dire, le nouage que vous donnez, c'est un nouage synchronique, c'est vraiment une figure Tout à fait. topologique, c'est une sorte de Möbius, quoi. Ce qui nous sert ce qui nous sert se sert de nous, quoi. Euh, J'essaie de le réécrire tellement c'était bien dit. Et au fond, euh, tout ça tient par une série de paradoxes qui se jouent dans la synchronie. Par exemple, là, on a développé toute cette idée des connexions isolantes, hein, parce qu'en fait, on est toujours connecté, donc c'est du tout connecté, mais en même temps du non-rapport, quoi. Euh, qui s'imbriquent
quoi. Donc, dans le tout, bon, on avait appelé ça connexion isolante, quoi. Plus la personne est connectée, plus elle est subjectivement isolée. Alors, effectivement, la question que vous posez, c'est comment trouver une réponse singulière, hein. Comment mettre en jeu la singularité quand on voit les enfants dans le maniement qu'ils ont, même de l'iPhone, des smartphones, de n'importe. Ils sont tous quand même en train de faire quelque chose là-dedans, quoi. C'est-à-dire, il y a une activité, il y a aussi une part d'activité créatrice qu'on ne peut pas anticiper et que peut-être il faudrait s'y intéresser. En même temps, c'est une époque où tout est organisé dans l'époque. Si on se dit qu'est-ce qui est du côté de la subjectivité, qu'est-ce qui est du côté de l'époque? Du côté de l'époque, tout est organisé pour exclure le sujet, hein, c'est-à-dire le rejet du sujet, même nos domaines, la psychologie que j'ai prononcé au début, je ne sais pas ce qui m'est arrivé là comme dérapage, la psychologie évacue le sujet, les théories, la psychiatrie, pour prendre bon, donc il y a euh, une forclusion du sujet et que ça revient dans la folie. Donc, il y a un rejet du sujet, ça revient dans la folie généralisée. Il y a un rejet de la folie, euh, tout aussi bien. Donc là, il me semble que ce que vous avez dessiné, c'est une sorte de, comment est-ce qu'on pourrait dire, de superposition synchronique, de nouage qui me semble extrêmement pertinent. Voilà. Mais c'est parce que je vous écoute aussi. Donc, merci beaucoup. Moi, Peut-être, oui. je m'excuse, malheureusement, je dois Non, partir non, travailler. on a fini, on va s'arrêter là-dessus. Merci à François pour pour nous avoir apporté tout cela qui est extrêmement riche et voilà, qui a donné lieu à euh, plein de réactions et une discussion très stimulante. Euh, François, comment Encore s'appelle le François. livre? Comment Bien. s'appelle le livre que vous avez cité? Parce que j'aimerais beaucoup le lire. Dévoration numérique, c'est chez Odile Jacob. Dévoration. Merci beaucoup. Puis, est-ce que Gisèle veut dire quelque chose? Parce que moi, je suis frustré qu'elle ait disparu, là, tout à coup. Ah non, elle est là, elle est revenue, elle est revenue. Elle est revenue. Oui, oui, Ouais, elle est revenue, elle est avec nous. je la vois pas, mais ouais. Il faut que tu ouvres ton micro, Gisèle. Ah oui, je vous vois ici. Vous avez changé de place. Ah, j'avais pas mon micro. Ah, d'accord. Bon. Alors oui, j'ai eu un petit incident numérique. Euh, euh, Voilà. Voilà, ben justement la faille. On peut s'arrêter Alors, là-dessus, hein. absolument, absolument. Alors, on est obligé d'arrêter là. Je ne je présenterai donc pas ce soir, mais la prochaine fois, Voilà. ce que j'avais préparé et dont je dirais juste un petit mot pour François Ansermet, comme ça, à titre d'au revoir, qui est que ce dont je vais parler, c'est donc le renversement qui a eu lieu entre l'Oedipe et la métaphore paternelle, qui est un renversement du même type, logique, c'est-à-dire de la même logique que celui qui avait eu lieu d'ailleurs entre la neurotica freudienne et l'Oedipe. C'était déjà un renversement de l'aliénation-séparation. L'un en allant vers la séparation que constituait l'Oedipe, et de l'Oedipe à la métaphore paternelle, évidemment, allant de la séparation vers l'aliénation. Alors, ce que je voulais dire, c'est que ce que je vais donc étudier la prochaine fois sur ce point, c'est que cette aliénation-séparation dont Lacan qu'il a inventée, bien sûr, elle n'existait pas, cette logique-là. Il l'a inventée et il l'a inventée pour qu'on s'en serve, ça va de soi, comme logique de l'inconscient, parce que de toute façon, il n'y en a pas d'autre, c'est la seule qui convienne pour manier le sujet de l'inconscient en termes de logique. Eh bien, cette logique-là, elle relève précisément de ce que vous décriviez comme quelque chose d'absence de détermination linéaire, mais justement des renversements
dans la circularité, avec ensuite d'autres enchaînements vers d'autres aliénations, mais ce sont des renversements dans la circularité qui déterminent quelque chose de cet ordre de détermination bien éloigné d'une linéarité dont vous parliez, justement. Et ça donne une spirale en quelque sorte. Oui, dans la circularité, tout à fait. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, on se Ah, je revoit reviens. le 30 mai. Voilà. Et Paola, donc, sera notre invitée oratrice ce soir-là. Et donc, je poursuivrai là-dessus. Au revoir. À tous et merci À encore. bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci à tous d'avoir été là.